Alors, une personne sur 5 dans la population générale, 20% de la population, présente des traits narcissiques significatifs. Ça, j'en ai déjà parlé en m'appuyant sur diverses études dans d'autres vidéos. Et en fin de compte, très souvent, il va y avoir des gens qui me disent « mais j'ai l'impression d'en connaître plein, plus que 1 sur 5 ». Et certaines de ces personnes, ça va être dans des professions. Il y a certains métiers qui vont concentrer des personnes narcissiques, parfois à des taux de 2 ou 3 fois supérieurs à la moyenne. Et la recherche scientifique a bien entendu identifié lesquels. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 10, du 10e au 1er, pour tout ce qui est les métiers qui présentent le plus de narcissiques. Bienvenue au Psy chez vous. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental, hypnothérapeute. Vous pouvez en savoir plus sur moi sur mon site malka.fr, là où vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous avec moi si nécessaire ou si vous en avez envie ou besoin. J'ai également un programme de guérison si vous êtes dans une relation narcissique ou si vous venez d'en sortir, que ce soit parents ou enfants ou conjoint-conjointe. Vous pouvez le trouver sur revivre.club. Alors, avant de commencer, tout le monde dans ces métiers n'est pas narcissique, c'est pas ce que je dis. C'est tout simplement qu'il y a une proportion plus élevée que la moyenne dans certains métiers. Deuxièmement, le métier ne rend pas narcissique. Ça va être plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le narcissisme va pousser les narcissiques vers ce métier. Et on a généralement 4 critères, je vais y arriver, 4 critères, qui reviennent dans la recherche. Ça va être généralement la visibilité publique, le pouvoir sur autrui, le pouvoir sur les autres, la hiérarchie de prestige et la faiblesse du contre-pouvoir. Plus vous allez avoir un métier qui va cocher ces 4 cases, et plus il va attirer les narcissiques. En 10e position, ça va être les forces de l'ordre. Ce qui attire le narcissique, c'est bien entendu le pouvoir, l'autorité, l'uniforme, la capacité d'imposer ce qu'il veut presque sans être contesté. Et là, on va voir beaucoup de personnes qui sont dans ce qu'on appelle la dark triad, c'est-à-dire la triade sombre, je crois qu'on dirait en français, c'est-à-dire le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie, qui sont 3 traits qui vont se chevaucher et se renforcer l'un et l'autre. Et ça, c'est tout à fait documenté dans la profession, dans les études que j'ai suivies. Et donc, vous allez voir que les policiers qui présentent des scores élevés sur la triade sombre vont généralement aussi être ceux qui vont s'épuiser le plus vite, qui vont le plus rapidement aller en burn-out. Alors, ça ne veut pas dire que tous les policiers qui sont en burn-out sont des narcissiques ou des sociopathes, mais il va y avoir des corrélations et on pense que c'est parce que les personnes narcissiques ont une très faible capacité de régulation émotionnelle et donc ils ont plus de difficultés à gérer ce genre de situation. Les profils dominants qu'on va voir là-dedans, ça va être les narcissiques grandioses, et puis bien entendu une bonne part de négligeables et de narcissiques malveillants dans les cas les plus problématiques. En position numéro 9, on va avoir les professionnels du fitness et les coachs sportifs. Eh oui, parce que c'est un métier où l'apparence est centrale. Le corps est l'outil, l'apparence est très importante. On a une position d'autorité sur les clients qui sont très souvent émotionnellement dépendants de vous, enfin du coach. Il y a une exposition permanente sur les réseaux sociaux qui est donc une constitutive du métier. Et donc, vous avez la combinaison qui est rare. Le corps, c'est un produit. L'admiration, c'est la rémunération. Et la dépendance du client est donc un rapport de force. Donc, on a ici tous les éléments pour pouvoir réunir pas mal de narcissiques. Et là, on verra très souvent les narcissiques superficiels et les narcissiques grandioses. En position numéro 8, on a le clergé et les leaders religieux. Alors attention, ça n'est pas seulement le christianisme, même si on a une tendance à focaliser beaucoup quand on parle de clergé sur les religieux, c'est dans toutes les religions pareilles. Vous allez en trouver en islam, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'hindouisme, le yoga, etc. Enfin, toutes ces choses un peu spirituelles, vous allez avoir
des narcissiques, des risques de narcissiques. Ce qui les attire, c'est bien entendu le pouvoir spirituel sur des personnes qui sont en recherche, qui sont donc vulnérables très souvent. Il y a une absence quasi totale de contre-pouvoir. Dans certains contextes, c'est très difficile de déloger ce genre de personnes. Et il y a un lien direct avec le narcissique communautaire dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Et donc vous avez tout le terrain des dérives sectaires, les gourous, les maîtres spirituels, les psychothérapeutes autoproclamés qui utilisent telle ou telle méthode, la PNL, un petit peu tout ça, avec les disciples qui s'en suivent. Ça va surtout attirer les narcissiques communautaires et très souvent, ça va dépendre un petit peu de la direction de la religion en question ou de la croyance en question. Ça va peut-être associé aux narcissiques bien pensants. À la 7e place, on a tous les universitaires et les chercheurs. Alors, pas tous les universitaires en tant que narcissiques, mais tout le domaine universitaire et chercheur est très impacté par le narcissisme. Il y a un besoin de reconnaissance qui est inscrit dans la structure même du métier. Et puis, vous avez une hiérarchie de prestige qui est extrêmement codifiée. Citations, publications, prix, conférences, invitations par-ci, par-là. Il y a une compétition permanente entre les pairs. Et là, c'est le terrain idéal pour le narcissique grandiose. Et c'est très souvent surprenant pour le grand public parce qu'on a toujours un petit peu cette idée archaïque de la recherche du temps de Einstein, etc., où c'était des gens humbles, désintéressés, qu'ils faisaient pour la science, etc. Et là, je suis sûr que n'importe quel étudiant qui va un petit peu plus loin, qui va vers la thèse, machin, etc., ou les chercheurs, d'autres chercheurs, et j'en ai eu quelques-uns également en thérapie, qui me disent que c'est un monde de requins. En fin de compte, les universitaires et la recherche. C'est très, très compliqué d'y vivre. Il y a des compétitions constamment, il y a des coups bas, il y a des couteaux dans le dos. Enfin bref, c'est vraiment un domaine de requin. Là, bien entendu, ça va attirer surtout les grandioses intellectuels, les narcissiques grandioses. Et puis, vous pouvez avoir une bonne part de narcissiques vulnérables chez ceux qui n'arrivent pas à percer dans la hiérarchie académique et qui va jouer le Calimero à tire-larigot. En position numéro 6, on a les avocats. Là, ce qui attire, c'est tout simplement le combat permanent qui est inscrit dans la nature même du métier. Tribunal, négociation, plaidoirie. Il y a la performance verbale comme outil principal. Il y a la capacité à dominer l'adversaire qui est valorisée. Plus on domine l'autre, plus on est valorisé, plus on est un meilleur avocat. Il y a un statut social très élevé, il y a des revenus qui sont généralement très visibles. Puis, il y a la rhétorique comme arme, comme spectacle. On est au centre de l'arène. Si on manie bien le langage, tout le monde vous regarde, tout le monde vous admire. Et là, le narcissique peut y trouver un cadre totalement légitime pour écraser l'autre sans payer aucun prix social. Bien au contraire, c'est presque mise en valeur. Alors, encore une fois, tout le monde dans le métier n'est pas concerné, bien entendu, mais il y a une concentration qui est bien documentée. Là, bien entendu, on va trouver les narcissiques grandioses. On les trouve un petit peu partout, ceux-là, je suis d'accord avec vous. Et vous allez également trouver une grande part de narcissiques malveillants dans les profils les plus toxiques auxquels il vous faudra vraiment faire attention. En position numéro 5, on va avoir la finance et la banque. Les banques, les affaires, etc. Là, ce qui attire, c'est tout simplement, et bien entendu, l'argent, qui est une mesure objective de la valeur personnelle, ce qui correspond parfaitement à la grille du narcissique. Il y a une performance individuelle qui est visible, il y a des classements bonus pour vous valoriser, il y a la culture du gagnant qui valorise justement les traits narcissiques au lieu de les corriger. Les traders, comme on les appelle, se mesurent les uns aux autres en permanence, qui récolte le plus d'argent, qui est le meilleur, qui a le plus de bagou, etc. Et là, on a également des concentrations très documentées de la dark triade, donc la triade sombre, narcissisme, machiavélique et psychopathie. Et puis, il y a un lien direct avec les crises financières. C'est bien pour ça qu'on a ces crises financières de temps à autre, parce qu'il y a des prises de risques pathologiques de quelques individus qui peuvent arriver à faire s'effondrer des banques entières. En position numéro 4, on va avoir les journalistes et les professionnels des médias.
c'est parfait. Il y a une tribune publique qui est permanente. Tout le monde vous regarde, tout le monde vous écoute et la plupart vous croient. Il y a une capacité à former l'opinion, hein, vous avez un poids. Vous pouvez juger les autres, vous pouvez mettre quelqu'un en avant ou vous pouvez le détruire. Boum, comme ça. Sans contre-pouvoir équivalent, hein, c'est très difficile d'attaquer des journalistes. Il y a une visibilité qui est totalement publique et qui est structurelle du métier. Ça fait partie du métier d'être visible publiquement. Et ça, c'est vieux, c'est très très vieux. Ça a déjà été documenté dans les années 1980, donc comme vous voyez, c'est pas nouveau. Et ça a été confirmé pas plus tard qu'en 2017 par d'autres études. Et à l'ère des réseaux sociaux, ce profil s'est encore plus amplifié. Le journaliste devient lui-même une marque, une figure publique, quelqu'un qui vraiment presque est au même point qu'un politicien. Ce qui fait que une bonne partie du débat public est portée par des profils qui sont surreprésentés en narcissisme. Cela va contribuer à une forme de polarisation des idées. Les gens demandent beaucoup, mais comment ça se fait que plus personne ne peut se parler? Eh bien voilà, vous avez le débat public est porté par ce genre de profil qui est antagoniste, qui est narcissique. Et puis, cela détruit un petit peu beaucoup de choses, non seulement l'objectivité, le débat et beaucoup d'autres choses. Bien entendu, là, on va avoir un mélange de narcissique grandiose, hein, encore une fois, le journaliste bien pensant, qui va être le journaliste militant, comme on les appelle, qui se vit comme celui qui détient la vérité morale, celui qui a raison et qui a les bons principes et les bonnes idées qu'il faut absolument suivre pour faire partie du clan. Maintenant, on arrive sur le podium, les 3 premiers. Alors, quels vont être ces 3 premiers? Position numéro 3, j'ai nommé, ou plutôt les études ont nommé, les chirurgiens. Et oui, c'est entre autres, alors il y a eu plusieurs études, hein, et il y en a eu une pas plus tard qu'en 2024, qui a été reportée dans le magazine Nature, où ils ont étudié 1390 chirurgiens qui ont été testés, et le narcissisme est significativement plus élevé en chirurgie que dans les autres spécialités médicales. Et la chirurgie vasculaire arrive en tête au sein même de la chirurgie. D'accord ? Alors pourquoi ? Parce que c'est un métier où il y a des décisions rapides, vous avez le geste qui tue ou le geste qui sauve, vous avez une position de quasi-divinité face au patient qui est anesthésié, et puis il y a une hiérarchie médicale. La hiérarchie médicale est extrêmement verticale, est extrêmement écrasante. On ne remet pas en question le chirurgien. On ne remet pas en question le chef de service. C'est Dieu, le Dieu tout-puissant. Et après, en plus de ça, on peut jouer le bienfaiteur quand le patient qui a survécu à une opération très compliquée vous est éternellement reconnaissant. Et il y a ce fameux mythe du chirurgien héros, qui mythe, oui et non, parce que c'est bien entendu des choses qui arrivent, qui va bien entendu attirer les gens qui veulent être ces fameux héros. Alors, on a remarqué que le narcissisme diminue avec l'âge dans cette population. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça suggère que c'est surtout en début de carrière que les jeunes chirurgiens présentent les scores les plus élevés et ça diminue un petit peu. Les profils dominants vont encore une fois être le narcissique grandiose, hein, vraiment le narcissique grandiose très pur, parce que là, il y a un grand besoin d'admiration qui est beaucoup plus marqué que les autres et que les autres besoins. En position numéro 2, je pense que je ne vais pas en surprendre beaucoup quand je vais dire que ce sont les politiciens. C'est la classe professionnelle qui présente, selon les chercheurs en sciences politiques, les scores les plus élevés en narcissisme. Pourquoi ? C'est évident presque. Il a une tribune permanente. Il y a un pouvoir de décision sur la vie des autres, sur la vie d'autrui, sur la vie de beaucoup de gens. Il y a une validation publique qui est chiffrée par les sondages, les votes. Il y a une capacité à se présenter comme indispensable pour avoir la solution à tous les problèmes. Donc, pour beaucoup et pour plusieurs études, la classe politique présente des niveaux de narcissisme au plus haut niveau possible. Et c'est un phénomène transversal. Alors, commencez pas à me dire oui, la gauche ou oui, la droite. C'est pas vrai. Ni la gauche ni la droite sont épargnés. C'est pas vrai. La seule chose qui va changer, ça va être la dimension du narcissisme qui domine. D'après Hatemi et Frazekas, qui ont fait l'étude en 2018, on verra sur la droite
le sentiment que tout lui est dû, que de tout mériter. Ça va plutôt être du côté de la droite. Et du côté de la gauche, ça va plutôt être une forme d'exhibitionnisme et de mise en avant qui va être la plus présente. Mais il va y avoir autant de narcissisme. Arrêtez de dire qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre, c'est pas vrai. Il y en a autant d'un côté que de l'autre, c'est juste ils sont vus de façon différente. Et donc, là, encore une fois, et un petit peu comme avec le journalisme, le narcissisme de ces élites politiques va contribuer à une polarisation du débat public parce que les narcissiques ont besoin d'ennemis pour exister. Et donc, comme ils ont besoin d'ennemis, ils vont nécessairement mettre une cible dans le dos de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et si vous les suivez, vous êtes tout simplement des suiveurs de narcissiques. Il n'y a pas de raison de mettre des cibles dans le dos de qui que ce soit pour faire de la politique. À partir du moment où il y a ce phénomène, méfiez-vous parce que vous avez fortement affaire à quelqu'un qui polarise, à quelqu'un d'antagoniste et donc probablement de narcissique. Alors le profil dominant est encore une fois le grandiose, bien entendu, et le malveillant qui peut être très dangereux, et ça on le retrouve chez ceux qui combinent ambition, absence totale de scrupules, communautaire chez les figures qui se présentent en sauveurs du peuple, vous en avez aussi. Ça va être les trois profils qu'on va rencontrer le plus souvent et qui vont être disposés un petit peu différemment dans l'échiquier politique, mais vous allez les trouver. Souvenez-vous de faire les analyses et pas seulement avec les politiciens que vous n'aimez pas, mais faites-la également avec les politiciens que vous croyez aimer. Alors maintenant, la médaille d'or. Qui sont les plus narcissiques? Quel est le métier où on en trouve le plus? Si on peut appeler ça un métier. Et là, je pense que personne ne sera surpris lorsque je vous dis que ce sont les célébrités et les personnalités de télé-réalité, surtout les personnalités de télé-réalité. Alors, il y a une étude de référence qui est de Young et Pinsky en 2006, où ils ont testé plus de 200 célébrités. Et le résultat global, c'est que tout simplement, il y a un score qui est de 27% au-dessus de la population générale. D'accord ? La télé-réalité arrive en première position avant les comédiens, avant les acteurs, avant les musiciens. Donc, quand vous prenez déjà les célébrités, déjà, eux, ils sont au top, mais la télé-réalité se place au-dessus de tous les autres. Donc, ça vous donne déjà une petite idée. Alors, il y a quelques particularités, et l'une des particularités pour ce qui est de la télé-réalité, c'est que les femmes célèbres scorent beaucoup plus haut que les hommes célèbres. Et ça, c'est en fin de compte l'inverse de la population générale, où on a généralement plus d'hommes que de femmes. Mais là, dans ce cas-là, ça va être l'inverse. Et une donnée très parlante, il n'y a aucune corrélation entre les scores de narcissisme et le nombre d'années d'expérience dans le métier. D'accord ? Parce que très souvent, on va dire « bah oui, mais c'est le métier qui les rend comme ça, voilà, c'est la faute du métier, etc. » Non, c'est pas vrai. Le fait qu'il n'y a absolument aucune différence, ça veut dire que les célébrités n'ont pas été rendues narcissiques par leur métier, elles l'étaient avant, l'industrie ne les a pas créées, elle les a sélectionnées. Et là, il y a la grosse différence. Donc là, il y a un problème qui d'ailleurs également a été documenté par plusieurs études, qui fait que ça a une conséquence culturelle très importante. Parce que les jeunes qui consomment massivement de la télé-réalité vont développer eux-mêmes des scores beaucoup plus élevés sur la triade sombre, parce qu'il va y avoir un effet d'imitation, de modèle social, etc. Et là, dans ces conditions, enfin dans ce métier, on va trouver surtout les narcissiques superficiels, au premier rang, suivis du grandiose. Le malveillant, il existe dans les profils qui tiennent dans la durée, mais il est quand même plus rare. Le profil malveillant n'est pas celui qu'on rencontre le plus souvent. Ceux qu'on rencontre le plus souvent, ça va être les superficiels et les grandioses. Les superficiels en première place. Et puis là, il y en a qui vont dire « ouais, mais quand même, c'est marrant, là, j'ai l'impression que Malka, il en oublie un. Et les PDG, là, tous ces grands, ils ne sont pas narcissiques, ces gens-là ?» Eh bien, en fin de compte, ils ne sont pas dans le top 10 parce que les PDG, ça fait partie d'une élite qui est relativement restreinte. Et ce n'est pas une profession au sens large.
Mais il y a quelques études qui ont été faites, ça vaut le coup de les citer. Ça va être Chatterjee et Hambrick en 2007 qui ont étudié 111 PDG dans le secteur informatique sur 12 ans pour voir un petit peu avec des méthodes qui n'étaient pas intrusives, c'est-à-dire ils ont regardé la taille de la photo dans le rapport annuel, la fréquence du jeu dans les interviews, les écarts de rémunération entre le PDG et le numéro 2. Par la force des choses, on n'a pas énormément de matériel, c'est très restreint ce qu'on peut étudier sur les PDG, c'est pour ça que c'est difficile à étudier. Et on s'est rendu compte que plus le PDG est narcissique, plus l'entreprise va faire des acquisitions risquées, plus il va prendre des décisions extrêmes, plus la performance de l'entreprise va être en montagne russe, c'est-à-dire grosse victoire et grosse défaite. Et donc ce que ça veut dire, c'est que si vous travaillez dans une grande entreprise, le profil du PDG va influencer directement sur votre quotidien professionnel, justement à cause de ces décisions. Donc, votre sécurité de l'emploi et la stratégie qui va s'imposer à vous va dépendre de la façon dont pense et dont est le PDG. Et si vous avez un PDG narcissique, il va vous falloir vous adapter. Là, le profil dominant, généralement, ça a été le grandiose tout à fait pur qu'on a pu retrouver dans les profils de PDG narcissiques. Mais, comme je vous l'ai dit, 111 PDG, c'est pas beaucoup pour faire, et puis on n'a pas pu faire l'étude avec ces personnes, donc c'est pour ça que ça vient comme un bonus et que ça ne peut pas être placé dans les 10 plus grandes personnalités ou les 10 plus grandes professions. Autre détail important, c'est que tout ça, ça commence avant le métier. C'est-à-dire qu'on peut déjà voir ces signes dans les filières d'études, parce que la sélection, le narcissique adolescent, le jeune adulte, il va se diriger vers les filières qui correspondent déjà à ses besoins de validation, à ses besoins de prestige, à ses besoins de pouvoir futur, etc. Donc la filière va agir comme un premier filtre qui va commencer à concentrer les profils bien avant le métier lui-même. Et ça, c'est ce qu'on peut voir chez les étudiants. J'ai eu plusieurs étudiants en thérapie, et là, on va pouvoir voir, par exemple, les étudiants en école de commerce, il y a un score supérieur à la moyenne universitaire sur les profils narcissiques. Et ça, c'est en augmentation au fil des générations. Ça a été documenté également pour les étudiants en médecine, les étudiants en chirurgie. Déjà, les chirurgiens en formation ont des scores très élevés, plus que les chirurgiens expérimentés. Ça a été documenté pour les étudiants en droit. Et puis, bien entendu, pour les filières politiques type Sciences Po et équivalent, là, vous avez une explosion dans tout ce qui est les profils narcissiques. Et même chose pour les écoles de journalisme. Donc, si vous avez fait certaines de ces études et que vous vous dites quand même, je trouvais qu'il y avait pas mal de gens toxiques pendant mes études, je me disais, dis non, quand Malka a dit qu'il y a 20% de narcissiques dans la population, c'est pas vrai parce que là, il y en a au moins 40% ou 50%. Vous n'aviez pas tort parce que ça dépend des études que vous avez suivies. Le narcissisme ne commence pas à la profession, mais bien entendu aux études déjà. Alors, comme vous pouvez le voir, ces métiers, ils ont certaines choses en commun. Déjà, il y a cette visibilité publique, bien entendu. On est vu, on est regardé, on est commenté, on est mis sur un piédestal, on est mis au centre. Il y a un pouvoir sur autrui. Vous pouvez décider de la vie ou de la mort, le sort professionnel, de la liberté, de la santé, de l'opinion, etc. Donc, on a une assez grande influence. Il y a une validation extérieure qui est permanente, des sondages, des audiences, des citations, des votes, des suivis, des vues, etc. Il y a une très forte faiblesse du contre-pouvoir. Vous n'avez pas vraiment de hiérarchie qui va sanctionner les abus, ou très peu, et c'est très difficile. Et c'est pour ça que le narcissique, il ne va pas devenir bibliothécaire ou caissier. Il va aller là où on le regarde, là où il peut dominer, et là où on ne va pas pouvoir le sanctionner. Un bibliothécaire, un caissier, ça se sanctionne plus facilement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver de narcissique dans ces métiers, mais le taux sera beaucoup moindre que dans certains autres métiers. Enfin, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux faire si je travaille avec des gens comme ça? Parce que certains d'entre vous, c'est votre cas. Premier point, quand vous êtes dans un de ces secteurs et que vous vous sentez épuisé, dévalorisé, suspecté, c'est plus probablement pas vous. C'est la concentration anormale de profils narcissiques dans votre environnement.
N'essayez pas de convaincre, n'essayez pas de le raisonner, n'essayez pas de vous faire comprendre, n'essayez pas de comprendre l'autre. Le narcissique ne change pas. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, vous êtes en train de vous épuiser. Documentez par écrit chaque échange important, courriel, compte-rendu, traces de décision. Le narcissique réécrit l'histoire en permanence et les preuves écrites peuvent être votre protection en cas de prud'homme ou autre chose. J'ai écrit tout un petit carnet de psy que vous pouvez trouver sur Amazon qui s'appelle « Quand le chef est sociopathe », si je me souviens bien, qui peut vous donner des conseils dans ce domaine. Limitez strictement les informations personnelles que vous lui donnez. Tout ce que la personne narcissique sait sur vous pourra et sera utilisé contre vous, même s'il est super sympa tout au début. Ne cherchez pas l'approbation, elle ne viendra pas. Et si vous la cherchez, ça vous met en position de faiblesse. Et si la situation vraiment est intenable, changer de poste ou de secteur, c'est pas une fuite, c'est pas vrai. Même si vous perdez un peu d'argent, même si vous allez dans un autre endroit où vous allez gagner moins, c'est pas une fuite, c'est une protection, tout simplement, dont vous avez besoin. Restez par loyauté envers une entreprise qui héberge un narcissique, machin, etc., c'est vous sacrifier pour rien. Vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de médaille à la fin de toute façon. Donc, surtout, ne vous laissez pas convaincre que c'est vous le problème. C'est exactement ce que la personne narcissique veut vous faire croire. Voilà. Alors, le fait de connaître ces statistiques, j'espère que ça peut vous aider. Alors, le but, c'est pas de vous rendre parano, mais c'est de vous aider à avoir un peu plus de lucidité, parce que quand vous comprenez que certains environnements sont structurellement plus exposés que d'autres, eh ben, vous savez que, bon, si je souffre dans ce métier, c'est pas moi qui suis en train d'inventer un truc. J'espère que cela vous a été utile. Encore une fois, en cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter à malka.fr. Et puis YouTube trouve que cette vidéo devrait vous intéresser. Avec la guitare. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.